Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question de l'industrie automobile canadienne qui est en péril plus que jamais. On parlera des nominés au NACTOY, donc les véhicules en lice pour gagner le prix du véhicule nord-américain de l'année. Quelques mots sur Mitsubishi, également sur la Kia EV5 que j'ai pu mettre à l'essai du côté de la Corée du Sud il y a quelques semaines et dont l'embargo a levé au cours de la semaine. Tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Nommez-moi un roadster japonais, mis à part la Mazda MX-5, qui était commercialisée en Amérique du Nord en 2000. Bien, il y a deux réponses possibles. La Toyota MR Spyder, qui était vendue uniquement aux États-Unis et qui avait repris le flambeau de la Toyota MR2, qui a été vendue chez nous jusqu'en 1993. Mais également la Honda S2000, qui a connu quand même un bon succès chez nous, une voiture très désirable et qui monte en valeur actuellement. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de la MR Spyder, qui est une voiture qui n'a pas été particulièrement appréciée de la part des amateurs de conduite sportive. Il y avait des compromis avec cette voiture-là, alors que c'était tout le contraire du côté de la S2000, qui était une véritable voiture de performance, un vrai jouet pour amateurs de conduite. Voiture qui a été commercialisée de 2000 à 2009 et les dernières unités produites sont de véritables modèles de collection qui valent aujourd'hui plus du double du montant qu'on payait pour l'obtenir au moment de l'acheter en 2009. Alors voilà pour le Roadster japonais. Maintenant, je vous parle malheureusement de l'usine de Brampton en Ontario, l'usine Stellantis, qui devait assembler le Jeep Compass de nouvelle génération à partir de 2027. Eh bien, l'annonce a été faite par Stellantis que la production allait être rapatriée du côté des États-Unis. Évidemment, c'est compréhensible dans le contexte. Donald Trump ferme la porte aux véhicules de fabrication canadienne, c'est-à-dire implique des tarifs pour les véhicules qui proviennent de l'extérieur des États-Unis. Alors, c'est la raison pour laquelle Stellantis a décidé de ramener la production du Compass. L'usine était techniquement en réoutillage depuis sa fermeture le 22 décembre 2023, alors qu'on achevait la production des Chrysler 300, des Dodge Charger et Challenger de précédente génération. Et cette usine-là devait donc être en réoutillage pour accueillir le nouveau Jeep Compass, mais visiblement, ça ne se passera pas. Et on ne sait pas quel sera l'avenir de l'usine de Brampton, mais ça ne s'annonce pas très bien. On s'attend bien évidemment à ce que plusieurs employés de cette usine-là soient rapatriés vers l'usine de Windsor, où on a ouvert un troisième quart de travail pour la production des fourgonnettes Grand Caravan, Voyageur, Pacifica et de la Dodge Charger électrique et à essence. Alors, il y aura une amélioration de ce côté à tout le moins. Mais malheureusement, du côté de Brampton, là où on avait près de 4000 employés alors qu'on fabriquait des véhicules à plein régime, on risque de perdre plusieurs milliers de ces employés-là qui ne se retrouveront pas un boulot, du moins chez Stellantis. Est-ce qu'on pourrait aller chercher du travail chez d'autres constructeurs dans des usines canadiennes, par exemple du côté de chez Toyota, qui débutera prochainement l'assemblage du RAV4, véhicule qui est très important pour notre marché? Pas impossible, mais je peux vous dire qu'actuellement, le syndicat d'Unifor, qui englobe les trois grands constructeurs américains qui sont présents sur le marché canadien, est très mécontent, avec raison. Et c'est une autre pointe contre l'industrie automobile canadienne qui souffre énormément par les temps qui courent. Maintenant, je vous parle de Mitsubishi. On a annoncé que pour 2026, le constructeur amènerait une version à caractère plus aventurier du côté de la gamme Outlander. Et on ne parle pas de la version PHEV, mais du modèle traditionnel à essence. On veut essentiellement aller jouer dans les plates-bandes du Nissan Rogue Rock Creek qui arrive à peu près au même moment. On utilisera d'ailleurs les mêmes éléments techniques, c'est écrit dans le ciel. Et on sait que les versions à saveur un peu plus aventurière ont la cote actuellement, ce pourquoi les constructeurs les lancent les unes après les autres. Alors Honda qui est arrivé récemment avec le CR-V Trail Sport, évidemment Toyota qui propose un RAV4 Woodland, le Ford Bronco Sport sur lequel on met plus d'emphase que sur l'Escape par exemple. Alors c'est le genre de produit qu'on cible et Mitsubishi amènera une version sans nécessairement donner plus de détails sur cette dernière. Les rumeurs veulent qu'on pourrait la baptiser Trail Edition
est-ce qu'on pourrait essentiellement reprendre le nom Ralliart qui a été mis de côté depuis un certain temps? Ce n'est pas impossible non plus, mais on en saura davantage à l'arrivée du produit d'ici quelques mois. Maintenant, je vous parle du Kia EV5, bien évidemment, parce que c'est un véhicule électrique que j'ai pu conduire il y a quelques semaines, qui va arriver chez nous au Canada au printemps prochain. Alors, VUS compact 100% électrique, de format comparable à celui d'un Sportage. Évidemment, un véhicule qui est très attendu de la part des amateurs parce qu'on viendra rivaliser avec Volkswagen ID4, la Ioniq 5 de Hyundai, le Chevrolet Equinox EV, des joueurs d'importance sur notre marché. Et ce véhicule-là ressemble en tout point au Kia EV9, mais dans un format plus compact. C'est pas compliqué. Alors non, il n'y a pas 3 rangées de sièges, mais vous allez retrouver une robe qui ressemble énormément à celle de l'EV9, une planche de bord quasi identique, un aménagement intérieur comparable, beaucoup de commodité et un véhicule qui va offrir plus de 450 km d'autonomie, architecture 400 volts, mais on pourra le ravitailler jusqu'à une vitesse maximale de 235 kW, 10 à 80 en 30 minutes à peine sur une borne de niveau 3. Il y aura un port NACS, évidemment, et il y aura une possibilité de préconditionner la batterie. On offrira même un système V2L qui permettra d'alimenter des accessoires extérieurs depuis la batterie au voltage du véhicule. Alors, ce n'est pas une surprise. On comprend totalement que ce produit-là soit offert de la part de Kia qui va multiplier les offres de ses produits électriques dans la prochaine année. Le V4 qui arrivera en toute fin d'année 2025. Ensuite, le V5, le V3 vers la fin de l'été prochain. Véhicule qui viendra essentiellement remplacer la Kia Soul électrique qui est disparue l'an dernier. Et en fin d'année 2026, bien, le fourgon PV5 dont je vous parlais la semaine dernière, ça aussi, ça risque de connaître beaucoup de succès. Évidemment, bien, le V5, c'est un véhicule qui se distinguera aussi par son prix. On s'attend à ce qu'il soit très compétitif à ce niveau-là et on ne risque pas d'avoir de problème de disponibilité puisqu'il ne sera pas offert sur le marché américain. Les Américains ont décidé de le bouder, ou du moins Kia a décidé de ne pas l'offrir aux États-Unis parce qu'évidemment, il y a un tarif de 25 qui s'applique considérant le fait qu'il est fabriqué en Corée du Sud, comme c'est le cas aussi pour le fourgon PV5. Alors, ça sera une autre exclusivité canadienne. Et pour cette raison-là, je pense que le véhicule risque de connaître énormément de succès, peut-être se situer au sommet de son marché parce que le look et la conduite sont intéressantes. Il y a énormément d'espace à l'intérieur, beaucoup d'espace de rangement aussi. C'est un véhicule extrêmement convivial et certainement plus pratique que le V6 qui, elle, risque de souffrir de l'arrivée de l'EV5. Évidemment, chez Kia, on ne s'en fait pas trop parce que le V6 est de fabrication américaine et on ralentit volontairement sa disponibilité en ce moment sur le marché canadien parce qu'évidemment, il y a un contre-tarif qui vient s'appliquer sur ce véhicule-là. Les choses pourraient changer, qui sait, mais en attendant, c'est la situation et Kia ne laissera pas la politique bousiller les plans du marché canadien. C'est la raison pour laquelle on va nous proposer plusieurs produits qui nous seront exclusifs en Amérique du Nord. Ça risque d'être intéressant. Maintenant, la semaine prochaine, je vous parlerai en direct de Détroit où je vais aller assister à l'essai essentiellement des véhicules qui sont en lice pour le prix de la voiture, du VUS et de la camionnette nord-américaine de l'année. Il y a plusieurs véhicules en liste qui sont intéressants, 19 VUS qui sont en liste, qui ont été choisis par les jurés. Et là, bien évidemment, on s'en va dans toutes les directions. De la Nissan Leaf, qui est considérée comme un VUS, oui, vous pourriez contester cet élément-là, en passant par la Polestar 4 aussi, mais il y aura des véhicules plus traditionnels comme le Ford Expedition. On ira aussi dans le territoire du Lucid Gravity, qui est un véhicule d'importance. Tous les nouveaux VUS électrifiés de Cadillac y seront, donc l'Escalade, le Vistique, l'Optique sont en lice. Vous allez retrouver évidemment le Honda Passport, le Toyota RAV4, qui est un joueur d'importance et qui, à mon avis, a de bonnes chances de remporter la mise. Du côté des camionnettes, c'est un peu plus traditionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette année. Alors, on ne s'y attardera pas trop. Mais du côté des voitures, ça sera une lutte à 6 véhicules. Il y a moins de voitures, il y a moins de nouveautés sur le marché en ce moment. Évidemment, on met de côté les voitures d'exception hors de prix pour se concentrer sur des voitures qui sont davantage à volume et qui vont avoir un impact sur le marché de l'automobile. Alors, ces 6 voitures-là seront l'Audi A5,
la Dodge Charger avec moteur à essence, donc le modèle six-pack, la Honda Prélude, la Kia K4, mais en version hatchback, qui sera une nouveauté pour 2026, la Mercedes-Benz CLA qui sera offerte en hybride et en électrique, et finalement la Nissan Sentra qui est complètement redessinée, qui sera probablement la voiture la plus abordable qu'on pourra mettre à l'essai lors de cet événement-là. Très, très hâte de pouvoir y assister. Il y aura beaucoup de nouveautés que je pourrai conduire la semaine prochaine. Évidemment, bien, vous pourrez découvrir ces modèles-là au fil des futures semaines parce que je tenterai d'enregistrer quelques clips et d'écrire quelques articles les concernant, mais évidemment, le temps est restreint dans un événement comme celui-là. Essentiellement, bien, ça se résume à une conduite de 45 minutes à 1 heure par véhicule. On prend des notes, on en tire nos propres conclusions, on en profite pour faire quelques clichés et puis en fin de journée, bien, on cumule tout ça et on positionne les voitures selon nos préférences et selon l'importance du produit sur le marché. Il y a 60 membres du NACTOY à l'échelle nord-américaine. Moins d'une dizaine sont des membres canadiens et environ 45 d'entre eux seront sur place pour l'événement. Alors, c'est un événement où il y aura beaucoup de monde, il y aura beaucoup de voitures et il faudra gérer, mais toujours très intéressant de pouvoir assister à cet événement-là qui a lieu dans la région de Détroit. En terminant, question de la semaine, quel est le premier véhicule Acura à avoir été doté d'une technologie hybride? Bien, réponse la semaine prochaine.